Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans l'émission Les joies de l'éco-construction présentée par Sasa, une émission qui vous emmène en dehors des sentiers battus. Aujourd'hui, ce sera la troisième partie de l'interview de Chloé Ando, une jeune architecte qui voyage en vélo entre la France et le Japon pour relier ces deux identités. Et oui, c'est presque un tour du monde. Et en plus, Chloé est passionnée d'architecture vernaculaire. Elle a ainsi pu explorer et documenter diverses manières de construire et d'habiter tout au long de son périple. Alors, si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers volets de son interview, je vous renvoie vers le site de Radio Taïwan International. Et dans ce 3e volet, Chloé nous parlera de ce qui l'a le plus marqué pendant ces 24 000 kilomètres en termes d'architecture et d'hospitalité. Elle nous dira aussi comment ce voyage, ou plutôt ce mode de vie, a changé sa vision du monde et quels sont ses projets pour la suite. En tout cas, soyez prêts à découvrir dans cet épisode des formes architecturales insoupçonnées. En regardant l'itinéraire de ton périple, j'ai vu que tu étais, je crois, passé par la ville de Yazd en Iran, où il y a ces grandes tours avant pour rafraîchir, parce que c'est en plein milieu du désert. Je pense que c'est un endroit vraiment magique. Moi, personnellement, un peu mon rêve, j'aurais bien aimé aller à Shibam au Yémen, dans cette espèce de Manhattan du désert construit en terre. Mais bon, malheureusement, c'est un peu... au niveau de la sécurité, c'est pas possible actuellement. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? J'imagine qu'il y a tellement de lieux, mais est-ce qu'il y a quelques lieux qui t'ont vraiment particulièrement marqué par rapport à l'architecture et aussi par rapport à l'hospitalité ? Par rapport à l'architecture, d'abord... entre autres, je pense la partie nord-est de l'Inde, qui est un petit triangle que je ne connaissais pas avant d'arriver à vélo au pied de cet endroit-là, qui est un petit triangle de l'Inde qui est coincé entre le Bhoutan, la Birmanie, le Bangladesh, le Népal, la Chine, et donc qui culturellement finalement est beaucoup plus proche de l'Asie, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, que de l'Inde en tant que telle. Donc un foisonnement de minorités ethniques aussi, avec des cultures très ancrées encore dans leur territoire. C'est Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Assam, Sikkim. Je pense que c'est des architectures qui étaient mais plus qu'en harmonie, en fait, vraiment en symbiose avec leur environnement, la nature, en fait. Vraiment des maisons construites entièrement en bambou, sans clous, sans rien, et des villages entiers, en fait. C'était pas du tout juste marginal. Donc, après, je suis allée les chercher. Je suis allée loin dans la forêt, loin dans la montagne. Pour moi, c'était vraiment un gros choc, en fait, architectural, de voir ces modes de vie qui perduraient, qui s'adaptaient, en fait, aussi à la modernité, sans forcément perdre de leur essence, avec des habitats qui étaient construits à la fois en harmonie avec une ressource, mais aussi en harmonie avec une culture ancestrale, et dont la forme émane de l'intersection, l'interconnexion de tout ça. Dans l'état du Meghalaya, par exemple, il y a même aussi des choses où l'intersection est encore beaucoup plus formelle, où ils construisent on peut même pas dire ils construisent, ils tressent des ponts de lianes avec les racines du figuier géant. Wow. C'est incroyable. Et en fait, ça c'est vraiment... retourner le paradigme de qu'est-ce que c'est une construction, parce que généralement, quand on construit quelque chose, elle se détériore avec le temps, que ça soit en bois, en acier, peu importe, finalement, les choses vont périr avec le temps, alors que là, c'est l'inverse. Ces ponts-là de racines se renforcent avec le temps. Donc, plus ils sont vieux, plus ils sont costauds. Et c'est vraiment dingue d'avoir vraiment puisé cette force... et d'avoir composé, on va dire, avec les éléments vivants présents. Donc c'était vraiment très, très marquant, en fait, pour moi de voir ça. Et en termes d'hospitalité, il y a des endroits qui t'ont particulièrement marqué ? Oui, carrément. Alors, pas la Chine, ça, j'ai compris. Pas la Chine. Alors, je pense que là, c'est moins 15. Encore une fois, ça dépend des coins, parce que la Chine, c'est vraiment comme un continent, et chaque province était assez différente en termes d'accueil de l'étranger.
La province du Gwangju, par exemple, c'est très hospitalière pour moi, mais c'est aussi une question de rencontre. Alors que Il y avait beaucoup de minorités ethniques aussi. Beaucoup de minorités ethniques aussi, mais dans le Yunnan aussi, pareil, la plus grande densité de minorités ethniques. Et pourtant, là, j'ai été très très peu accueillie, beaucoup de distance, très compliqué le contact avec les gens. Donc, ça dépend d'une province à une autre en Chine. Mais sinon, dans les pays qui ressortent très très largement du lot, il y a l'Iran. Dont l'hospitalité coule dans les veines des Iraniens, c'est dingue, quoi. C'est vraiment culturellement, il fallait s'échapper pour réussir à ne pas avoir une soirée tranquille. Sinon, dès que les Iraniens te voient, ils t'invitent, en fait. Ils ont cette coutume qui s'appelle le tarof. Ils doivent, en fait, culturellement te proposer, en fait. Ils te disent, viens à la maison, Berim Khouné, viens à la maison. Tu dis non une fois. On te redit, tu dis non 2 fois, on te redit, et si la 3e fois on te répète encore, ça veut dire que c'est vraiment sincère et authentique. Et donc très souvent, c'était quand même très sincère et authentique. Et donc voilà, tous les soirs, tu te retrouves à des tablés, c'est pas des tablés parce qu'on mange par terre, mais voilà, de familles iraniennes avec vraiment une hospitalité très chaleureuse, en fait. J'imagine que la gastronomie aussi, t'as dû en goûter des choses extraordinaires. Incroyable. Ça, c'est très, très chouette aussi. C'est vraiment aussi un lien de partage. Et donc l'Iran, et je pense à ex-aequo, on va dire, étonnamment, le Vietnam aussi. Étonnamment, parce que c'est vrai que je pensais pas, en tout cas, l'hospitalité iranienne est très connue, on va dire, dans le monde des gens qui voyagent à vélo. Mais au Vietnam, pour moi, c'était vraiment une énorme surprise. Pareil, j'ai été très spontanément, presque tous les soirs, accueillie dans des familles vietnamiennes avec, je dirais même, beaucoup plus de simplicité qu'en Iran. En Iran, c'était un peu la fête, quoi. C'est un peu, l'étrangère, génial, tout ça, tout le village qui débarque, etc. Ce qui est très chouette. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, mais c'est aussi très chouette. Et au Vietnam, c'était beaucoup plus... la tente de passage, quoi. Génial, viens chez nous. Et c'est très simple. C'est comme si j'avais toujours été là. Et au début, ça m'a effectivement posé pas mal de questions. Je me suis dit, mais c'est fou le rapport à l'étranger, la confiance. C'était vraiment, vraiment super de pouvoir avoir ce lien très, très authentique et puis de joie partagée de la rencontre aussi. Moi, j'étais autant curieuse de eux, de leur vie, de leur histoire, que eux, ils étaient de la mienne. Très très belle rencontre humaine au Vietnam. Et du coup, on arrive bientôt sur la fin de cette interview. Je voulais te demander comment ce voyage t'a un petit peu changé, surtout bien sûr sur le plan personnel, mais aussi en tant que jeune architecte. Est-ce que ça te donne envie dans le futur de prendre une autre direction que celle à laquelle tu avais pensé au départ en architecture C'est difficile à dire, en fait. Parce que c'est un petit peu comme un parcours de vie, et c'est difficile de voir la transformation, en fait, finalement. Mais je pense que de manière générale, ce voyage m'a appris à avoir confiance, en fait, tout simplement. Confiance en la vie, en les gens aussi, surtout. On a beaucoup tendance à cultiver la peur et la méfiance l'un envers l'autre. C'est souvent des questions que j'ai. À chaque fois, les gens me disent « Mais tu es toute seule ?» Ouais, je suis toute seule, ok. Mais tu n'as pas peur? Je dis « Non, ton voisin, il est comme toi, il est pas... » et voilà, du coup, pour moi, il y a vraiment... Je pense que quand je suis partie, j'avais pas forcément cette confiance aussi grande ou aussi ouverte que je l'ai maintenant. Et s'il y a peut-être une grande transformation, c'est celle-ci. Mais c'est pas une confiance qui est bête, bisounours ou aveugle, on va dire. C'est vraiment une confiance qui s'est construite sur les expériences, sur la répétition de ces expériences-là. De me rendre compte qu'en fait, il y a vraiment une très, 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 très grande majorité de personnes qui sont bonnes, qui sont généreuses, qui sont gentilles. Et donc ça développe cette confiance-là. Ok. Et sur le plan de ton avenir professionnel, est-ce que une fois que tu auras terminé ton voyage au Japon, tu as d'autres projets? Je ne sais pas si tu comptes faire peut-être, même si c'est en dehors du trajet entre la France et le Japon, mais aussi un tour en Afrique ou en Amérique du Sud, parce qu'il y a sûrement de très belles choses à découvrir aussi. Ou alors est-ce que tu vas essayer de trouver un travail peut-être dans le monde de l'architecture
C'est une bonne question. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, je suis un peu en retard, entre guillemets, si on prend l'exemple d'autres praticiens qui sont directement entrés dans le monde de l'architecture en tant qu'architecte. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément l'option que je privilégie. En tout cas, j'ai pas spécialement d'appétence pour la conception pure et dure. Ce que j'aime pour l'instant, c'est de mettre en valeur et de transmettre ces choses-là que je vois et la parole aussi de d'autres personnes qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc j'aimerais bien pour l'instant, en tout cas peut-être pour les prochaines années, continuer là-dedans, peut-être développer une approche plus documentaire aussi, de passer de l'image fixe à l'image animée par un documentaire audiovisuel qui commencerait au Japon. Et éventuellement, voilà, si ces choses-là fonctionnent, pourquoi pas développer après sur d'autres continents aussi. Comme tu le mentionnes, effectivement, en Afrique, il y a tellement de choses à voir, à documenter en termes d'architecture en terre crue, par exemple. Mhm. Et ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Et comme tu disais, entre la France et le Japon, c'est du fait que tu es franco-japonaise. Mais on est tous originaires d'Afrique, après tout. Donc pourquoi pas aller voir en Afrique? C'est clair. Mais ouais, complètement. Et ouais, finalement, c'est aussi un chemin... J'ai pas forcément envie de voir... ce voyage-là comme un voyage qui a une fin, en fait, en tant que tel, parce que je pense que c'est tellement long que c'est plutôt comme une étape ou un parcours de vie qui, finalement, m'amène aussi à quelque chose. Donc, la professionnalisation aussi de cette activité de documentation, exploration architecturale à vélo, pour moi, pour l'instant, c'est quelque chose auquel je tends. Donc, voilà, pas forcément décorréler le voyage d'une activité professionnelle, mais de voir les choses comme justement comme un tout aussi. C'est ainsi que s'achève cette interview de Chloé Ando en 3 parties. Je croise les doigts pour trouver une occasion de la revoir vers la fin de son séjour à Taïwan et peut-être, qui sait, vous offrir un 4e épisode sur son exploration de l'île. Pour voir les photos des tours avant de Yazd en Iran et des ponts tressés en liane du nord-est de l'Inde, rendez-vous sur notre site internet. Vous y trouverez également le lien vers les réseaux sociaux de Chloé sur lesquels vous pouvez suivre la suite de son périple et son site internet www.yuloe.com. Bonne exploration et à très bientôt!